Hello, c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée? C'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode où je vais te raconter mon histoire comme je l'ai jamais racontée. Généralement, quand je la raconte, je la fais bref parce que l'histoire est très très longue et il y a certains passages que j'ai jamais racontés. Et je me suis dit quoi de mieux que ce premier épisode de podcast pour raconter mon histoire depuis le début. À l'heure actuelle, j'ai 23 ans et jusqu'à maintenant, même si on peut dire que c'est encore le début de ma vie, il s'est passé énormément de choses et je m'en suis rendu compte en préparant ce podcast quand j'ai tout retracé. Je vais te raconter, tiens-toi prêt, tu vas apprendre plein de choses. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. J'ai toujours, déjà, même très très jeune, enfant, etc., j'ai toujours été hyper créative, j'aimais faire plein de choses, toucher à tout, et surtout tout ce qui était créatif, pâtisserie, activités manuelles et tout, c'était carrément mon dada. Et du coup, en 2012, 2013, je sais plus, j'avais 13 ans, je me mets à faire de la fimo. Je sais que c'était la hype en plus à ce moment-là. En gros, la pâte fimo, si tu connais pas, c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf que après tu la mets au four, ça durcit, et tu peux en faire ce que tu veux. Moi, j'en faisais des bijoux. Et en gros, je faisais des trucs qui ressemblaient à de la nourriture, mais c'était de la fausse. Je sais pas si tu vois. Bref, je me mets à faire de la fimo quand j'ai 13 ans. Ça me passionne, je me régale. Et c'est à cette époque-là, et je sais plus ce qui m'était passé par la tête, je m'en souviens pas. Je pense que ça fait trop longtemps, ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est à ce moment-là que je décide d'ouvrir ma chaîne YouTube pour poster des tutos pour faire de la fimo. Voilà. À l'époque, moyen du bord et tout, j'ai 13 ans, je filme avec ma webcam d'ordinateur et je filme mes mains. Genre vraiment l'ordinateur à la limite plié en deux, à la limite de fermer, et je filme mes mains en train de faire mes petits bijoux. À l'époque, je m'appelais Hello Fimo. Voilà. Je pense que personne ne se rappelle de cette époque, mais c'est là que tout a commencé pour moi. Et après, là, tu vas voir, il s'est passé plein de trucs. Ce qui fait que 2013, je commence à faire de la fimo et à faire des vidéos. À 15 ans, je me mets à faire du coup, vu que j'avais plein de bijoux que je créais moi-même en pâte fimo, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas tout porter toi-même, tu vois. Et du coup, quand j'ai 15 ans, je commence à faire mes premiers marchés de Noël et je crois que j'ai fait 3 ou 4 ans. Je crois que j'ai fait 4 ans les marchés de Noël. Donc vraiment, je préparais, mais j'avais 15 ans, j'étais une enfant. Et je préparais mon petit marché de Noël, j'avais mon stand, etc. Avec mes prix, je préparais mes stocks. Avec le recul, je trouve ça ouf. Vraiment, je préparais tout en amont. Plusieurs mois avant, je commençais à préparer. J'allais à la banque pour faire ma caisse, pour aller chercher du liquide, pour pouvoir avoir de la monnaie à rendre. Fixer mes prix, faire mes panneaux de prix, préparer tout mon stand, créer mes présentoirs, les présentoirs et tout. Je les fabriquais avec mon père. Bref, voilà. À 15 ans, on va dire que j'ai un peu commencé, je vais pas appeler ça de l'entrepreneuriat, tu vois, mais j'avais envie déjà de faire quelque chose parce que du coup, je crée de mes mains, mais en plus, j'avais envie d'aller plus loin, tu vois, et je me suis mis à vendre ce que je créais moi-même. Donc c'est ça. C'est aussi l'époque où je commence à montrer mon visage sur YouTube parce que c'est un peu le moment où je commence à me diversifier et pas faire que de la fimo. Je me mets à faire du lifestyle aussi. Donc à l'époque, les tags, les trucs un peu comme ça et tout. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. C'était ouf. Mais c'est aussi l'époque où je suis au collège. Et au collège, quand t'es pas dans la même classe que tout le monde, ça parle vite et ça critique beaucoup. Et je me souviens que c'était une époque très compliquée parce que tout le monde aime bien parler. Ah, c'est la youtubeuse, ah, tu te prends pour qui, et patati, et patata. Bref, ça parle vite, ça parlait beaucoup, mais j'ai quand même continué parce que déjà à cette époque-là, en fait, cette époque-là, c'était YouTube, ça prenait vite de l'ampleur. Et j'ai très vite passé les 10 000 abonnés, ce qui était énorme à l'époque, même si c'est encore énorme, 10 000 abonnés. Mais à l'époque, sur YouTube, 10 000 abonnés, tu commences à avoir des bêtes d'opportunités. J'ai commencé à avoir des bêtes d'opportunités et c'est pour ça que j'ai continué, je pense, malgré tous les critiques que j'avais autour de moi. Mais ces opportunités-là, je les ai pas saisies parce que j'avais 15 ans, j'étais au collège, j'habitais à Lille, les opportunités, elles étaient à Paris, donc je pouvais pas forcément y aller. Mais je me souviens que j'ai eu mes premières invitations à des soirées d'influence. À l'époque, il y avait le YouTube Space. Je sais pas si vous avez connu. En gros, YouTube a son espace et en gros, ils faisaient des conférences, ils faisaient plein de trucs, ils organisaient plein de trucs. Et à chaque fois, j'étais invitée, mais du coup, je pouvais pas y aller parce que j'étais mineure
et scolarisée. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'y allais pas. J'ai eu... Ouais, non, en vrai, j'ai eu plein d'opportunités. Mais j'ai pas forcément saisi les opportunités. Et puis je me rendais pas compte que c'était des opportunités. Et je pense que mes parents non plus. Et dans tous les cas, ils voulaient me protéger parce que j'avais 15 ans. J'étais sur les réseaux sociaux à l'époque, tu vois. Donc voilà, je continue de grandir avec les réseaux sociaux. Je me retrouve en 3e. J'aime pas l'école. Vraiment, j'aime pas l'école. J'étais une bonne élève. Hein. J'étais une très bonne élève au collège. Je travaillais pas beaucoup, mais j'étais une bonne élève. Genre, j'avais 14 de moyenne et tout, tu vois. C'est bonne élève. Mais j'aime pas l'école. Je m'ennuie. Ça m'ennuie. Je préfère créer des trucs de mon côté. Donc, mes vidéos, mes projets de faire les marchés de Noël, toutes ces choses-là, tu vois, à côté. Et du coup, c'était compliqué. Je voulais me déscolariser, etc. J'étais en mode, oui, après le brevet, j'arrête, etc., etc. Non, ma grande. Non, pas tout de suite. Mais ouais, c'était compliqué. Mais j'ai continué parce que j'ai continué d'avoir des très belles opportunités. J'ai fait ma première pub télé. Improbable. Et j'ai eu plein d'opportunités comme ça avec des marques, des grandes marques et tout. Hein. Genre, truc de ouf. Genre, je réalisais pas tant que ça à l'époque, je pense. Parce que vraiment, c'était des dingueries. Mais du coup, voilà, je continue. En fait, je continue à grandir avec ma caméra, avec YouTube. Et à cette époque-là, je commence à être aussi sur Instagram. Musical.ly. C'est l'ancien TikTok. Pour ceux qui n'ont pas connu Musical.ly, vous avez loupé quelque chose. Moi, j'ai commencé sur Musical.ly, pas sur TikTok. Donc très sympa. Et puis là, je pars en seconde générale. J'ai longtemps hésité si je faisais une seconde spécialisée en photo. J'avais failli partir en Belgique dans les... Je sais plus comment ça s'appelle. En Belgique, c'est pas les mêmes noms que nous, mais en gros, c'était un lycée spécialisé dans la photo et tout, parce que j'étais passionnée de photo et je faisais beaucoup d'images, en gros, avec YouTube et tout. Mais non, finalement, je suis partie en général. Et là, catastrophe. Vraiment, c'est la dégringolade en seconde. Mentalement et même à l'école, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait. J'aimais pas mon lycée. Je détestais mon lycée. Et mentalement, genre, ça allait pas. Je sais pas, je sais même pas expliquer le pourquoi du comment, mais j'étais pas à ma place. J'ai commencé à sécher les cours et tout. Genre, c'était pas moi de faire ça, tu vois. J'ai commencé à pas aller en cours. Ma moyenne générale est passée de 14 à 8. On n'avait jamais vu ça venant de ma personne. Donc, tu vois, genre, là, ça allait pas. Je faisais des grosses migraines et tout. Genre, en fait, je sais pas, mon corps me disait que ça allait pas. Et genre, je pense qu'il faisait exprès d'avoir mal à la tête pour pas aller en cours. Je pense. Il avait fait une stratégie tout seul, sans me demander mon avis. Mais bon, bref, ça allait pas. Mais à côté de ça, tu vois, genre les cours et tout, ça allait pas. Mentalement, c'était très compliqué. Je me souviens que j'ai perdu beaucoup de poids à cette époque. Mais à côté de ça, je m'éclatais dans la création de contenu. J'ai commencé à investir dans du matos, à acheter mes belles premières caméras, mes micros, etc., etc., à vraiment me donner pour mon contenu. Et en parallèle de ça, j'en ai jamais parlé. C'est comme les marchés de Noël, je l'avais jamais dit jusqu'à maintenant. Il y a un autre truc que j'ai fait et... si vous me suiviez à l'époque, vous l'avez su parce que j'en avais parlé, mais sinon, j'en ai jamais reparlé dans mon parcours entrepreneurial. J'ai lancé quand j'étais en seconde, donc je crois que je venais d'avoir 18 ans. J'ai lancé ma marque de bijoux. Et ouais, vous le saviez pas, ça. Mais ouais, j'ai lancé ma marque de bijoux, ça s'appelait Oli. Et en gros, du coup, c'était les bijoux que je faisais en pâte Fimo. Mais j'avais fait une collection beaucoup plus minimaliste et tout. Et j'avais lancé ça sur Etsy. Donc voilà, j'ai fait ça... je sais plus combien de temps j'ai fait ça. Ça me paraît loin. En fait, j'ai l'impression que j'ai eu 10 vies depuis. Donc c'est vraiment retourner dans ces souvenirs. Mais heureusement que je postais tout sur les réseaux pour me souvenir de tout ça. Hein. Parce que j'ai l'impression vraiment j'ai eu 10 vies depuis. C'est un truc de ouf. Et du coup, j'ai lancé ma marque de bijoux. J'ai dû faire ça pendant, je sais pas, 6 mois. Mais je communiquais pas trop dessus. Ça marchait pas de ouf. Mais je vais pas non plus chercher à ce que ça marche, en fait. Je sais pas. De ce que je me souviens, j'ai pas fait beaucoup de ventes. Mais juste, ça me faisait kiffer, en fait. C'était l'expérience. Ça me faisait kiffer. Je faisais pas ça pour l'argent ou quoi. C'était vraiment, genre, l'expérience de créer ma marque. J'avais organisé un shooting, du coup, avec des filles. Je me souviens avec Lucie et Lisa. Et Lucie et Lisa, c'est les premières abonnées que j'avais rencontrées quand j'ai commencé à avoir la hype un peu YouTube et qu'on reconnaissait dans la rue. Et ben du coup, Lucie et Lisa, c'est les premières abonnées que j'avais rencontrées qui étaient trop mignonnes, avec qui j'avais pris une photo. Et du coup, quand j'ai lancé cette marque de bijoux, Oli, je les ai contactées direct en mode « Les filles, est-ce que vous voulez bien être les modèles de mes photos et tout ?» Et on avait organisé tout un shoot, etc.
Mais vraiment là, je retourne dans des souvenirs, c'est ouf. Donc voilà, d'ailleurs c'est des filles qui me suivent encore, trop mignonnes. Genre, il y a des histoires comme ça. Bref, truc de ouf. Et du coup, mon année de seconde se passe mal, mais je la finis quand même. C'est bien, Héloïse, il faut persister dans la vie. Je fais du coup une première et une terminale dans un autre lycée, et là je pars en STD2A. Si tu connais pas, en gros, c'est un bac designer appliqué. C'est pas un bac art plastique. Bon, j'ai pas fait de la peinture et des sculptures. J'ai fait tout ce qui était lié au design. Et oui, il y avait un peu de dessin et tout, et histoire de l'art, beaucoup. Et là, je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée parce qu'en fait, finalement, j'étais quelqu'un de créative. Et quand je créais pas, je m'ennuyais. Et du coup, là, j'avais plein de façons de créer. Donc, je me suis régalée tout en continuant de faire du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur cette filière-là parce que c'était une filière dont personne parle. Et où moi, la première, quand j'avais voulu me renseigner sur cette filière, je trouvais pas d'infos. Du coup, j'étais en mode attends, moi aussi je veux faire des vidéos là-dessus, je veux expliquer que les gens ils sachent que cette filière existe parce que personne la connaît. Et donc voilà, j'ai kiffé. J'ai eu mon bac. Est-ce que je peux me vanter 2 secondes s'il vous plaît? On se rappelle que j'avais 8 de moyenne en seconde. Mon prof général il m'avait dit vraiment face à moi, il m'avait dit de toute façon t'es nul, tu feras rien dans la vie. J'étais en mode top, merci. C'est sympa les profs qui nous soutiennent. Comme quoi, écoutez pas les profs, parce qu'aujourd'hui je suis la plus heureuse du monde. Mais surtout, du coup, je me suis retrouvée à avoir mon bac avec mention bien et 18 à mon épreuve COEF 16. Voilà. Alors, monsieur, je vous citerai pas votre nom, même si je m'en souviens très bien. C'était vous qui étiez nul pour le coup. C'était pas moi. Vraiment, revoyez un peu votre manière de parler aux élèves. Mais bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Et comme quoi, écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes nul, hein. Voilà, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit et tant que vous n'êtes pas à votre place, c'est compliqué d'être vraiment vous. Et quand vous serez vous, vous serez plus pertinent. Oh là là, c'est compliqué ce que je raconte, mais je me suis comprise. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à suivre ce que je raconte, mais si oui, vous êtes très fort. Donc on continue après le bac. Après le bac, j'ai beaucoup hésité dans quoi faire après le bac. J'avais failli partir dans une école d'art à Paris, mais j'ai dit non, en fait le niveau il est pas assez élevé, je vais m'ennuyer, parce qu'en fait ça ressemblait non pas genre en mode je dis ça avec des chevilles énormes, c'est juste que j'ai été prise dans une école d'art où le niveau était à peu près celui que j'avais eu pour le bac, parce que moi j'avais eu un gros niveau pour le bac, j'avais un très bon lycée. Et du coup, j'étais en mode je vais m'ennuyer parce que j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ce qu'ils font là en études sup, c'est ce que moi j'ai fait au bac. Et déjà que j'ai pas trop envie de faire des études sup, si je m'ennuie, je vais pas tenir. Donc j'ai pas fait cette école à Paris. Après, je devais partir en école privée, du coup, j'avais dit de faire de l'événementiel. Et au dernier moment, j'ai dit non, je pars en com parce que je m'éclate beaucoup trop dans la com avec les réseaux et tout. Et je veux vraiment développer ça. Donc, je pars pour faire de la com dans une école privée. Mais en même temps, juste avant la rentrée, je lance mon activité de freelance. Pour faire simple, en gros, je me mets à mon compte et je fais tout ce qui est photo, vidéo et graphisme, vu que je sortais d'un bac design. Et graphisme pour des clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Je commence à faire ça à mon compte. Donc voilà. Et je commence ma première année en com. Et comment dire que cette première année a été très courte, puisque en fait je m'ennuyais à mourir en cours, mais littéralement je m'ennuyais à mourir. J'avais l'impression qu'on essayait de m'apprendre ce que j'avais appris toute seule sur les réseaux depuis des années, c'est-à-dire à démarcher des marques, etc., ce que je faisais déjà depuis longtemps parce que j'avais du coup géré des contrats et tout avec des marques, tu vois. Donc j'avais déjà fait ça. Ils m'apprenaient à faire du Photoshop et tout, c'est ce que j'avais fait pendant mon bac et c'est ce que je faisais depuis des années pour faire mes miniatures YouTube. Il m'apprenait à faire du montage vidéo, c'est ce que je faisais depuis des années pour mes vidéos YouTube. En fait, on essayait vraiment de m'apprendre ce que j'avais appris toute seule depuis des années, donc j'allais en cours et je m'ennuyais à tel point qu'il y a des profs qui me prenaient comme exemple ou qui me demandaient mon avis, tu vois. Donc c'est hyper cool quand c'est dans quelques cours, mais là c'était dans tous les cours, mais littéralement dans tous les cours. Et je m'ennuyais, j'aimais pas de ouf la vibe de l'école. J'ai pas trop kiffé. Et j'ai commencé à dire, oh vas-y, il me saoule, s'il continue comme ça, j'arrête, s'il continue, j'arrête. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, Héloïse, je pense qu'au fond de toi, t'as envie d'arrêter. Parce qu'en fait, j'ai aussi eu un déclic où je me suis dit, je sais pas ce qui peut m'arriver demain. Et je vois vraiment la vie comme ça maintenant. C'est que je sais pas ce qui peut m'arriver demain. Genre, si demain je me réveille pas, j'ai pas envie de me dire, purée, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Tu vois ?
si j'ai envie de quelque chose, je veux me donner les moyens pour le réaliser maintenant, tu vois. Et du coup, je me suis dit, arrête ton année. En fait, je pouvais la finir mon année, tu vois, mais je savais qu'à la fin de l'année, dans tous les cas, j'allais avoir ma première année. Trop bien, super, top. Mais à quoi ça sert si derrière, je continue pas dans tous les cas ou que je fais autre chose ou quoi? Tu vois, je savais que je voulais pas faire ça. Et j'étais en mode, en fait, je vais juste perdre 1 an de ma vie à me forcer à aller en cours, à m'ennuyer. Alors que ça se trouve, demain, je me réveille pas et j'aurais perdu 1 an à m'ennuyer. Et du coup, j'ai dit non, on continue pas, on arrête. Donc, j'en ai parlé à mes parents et tout. J'ai de la chance, ils ont été ultra compréhensifs. Ils m'ont dit, tu passes quand même tes premiers partiels pour voir, tu vois. Et j'ai passé mes premiers partiels sans réviser une seule matière, j'ai tout eu. Voilà. Pour vous dire à quel point vraiment c'était ennuyant. Et donc, j'ai passé mes partiels en décembre et après, je suis jamais retournée en cours. Donc, à partir de juin, non, pas du tout juin, de janvier 2020, j'étais full freelance à mon compte. Donc, je vivais encore chez mes parents. Donc, j'avais pas les problèmes de loyer, etc. Tu vois. Donc, j'étais 100% à mon compte. Je bossais pour mes clients. Donc, voilà, je me régale. Je fais mes petits projets et tout. Et le projet de base, c'était que j'arrêtais cette année, que je profitais de l'année pour bosser, me trouver limite un petit taf à temps partiel pour être à côté free et que je reprenais l'année prochaine dans une école qui me plaise plus, tu vois. Je vais pas vous spoiler, mais on est plus de 5 ans plus tard et j'ai jamais repris les études. Donc voilà, j'ai spoilé la suite, mais du coup il s'est passé plein de choses depuis. En gros, du coup, je me suis mis donc à 100%, j'ai eu mes clients et tout. Je kiffais ma vie, vraiment, je kiffais ma vie. Sauf qu'en mars 2020, soit 3 mois après, même pas, confinement. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvée dans ma chambre chez mes parents, enfermée entre 4 murs, avec tous mes clients. Bah, tous mes clients, j'en avais 2, je me souviens, en récurrent, vraiment tous les mois et tout, on bossait bien ensemble, qui m'ont dit, écoute Héloïse, on adore ce que tu fais, on t'adore, t'es trop sympa, t'es trop fun, tu fais super bien ton taf. Mais en fait, on sait pas ce que ça va faire le Covid, donc pour l'instant, on met tous les projets en pause. Donc je me suis retrouvée entre 4 murs avec rien à faire, à part mes vidéos YouTube. Donc heureusement, parce que sinon je serais devenue folle. J'en ai profité pour faire plein d'autres projets et tout, pour faire des contenus qui changent. J'ai fait mes premiers autoportraits et tout. Je sais pas si vous aviez vu ça à l'époque. Si vous remontez sur mon Insta bien longtemps, vous allez voir que j'ai plein d'autoportraits. Je les ai fait ça pendant le Covid pour m'occuper et pour un peu stimuler ma créativité. Parce que finalement, sinon, j'avais rien à faire. Et c'est du coup, enfermée entre 4 murs, que je me suis dit, mais en fait, genre là, j'ai rien à faire de mon temps, je peux pas rester rien faire. Moi, rien faire, c'est impossible. Depuis que j'ai 13 ans, je vous rappelle que je fais des vidéos et que je fais ça en plus des cours. Donc là, j'avais que ça à faire, entre guillemets. J'étais en mode, non, il me faut d'autres trucs. Genre là, je suis pas assez occupée. Et du coup, je me suis dit, attends Héloïse, t'as un rêve de gosse, vraiment un rêve de gosse. C'était d'avoir ma boutique en ligne. Mais une boutique en ligne qui allie de ouf mes valeurs et qui mettent en avant tout ce qui est fait main et tout, tu vois. Et je me dis, mais t'as ce rêve-là, bosse dessus. T'as que ça à faire de toute façon. Donc je bosse dessus, je commence à avoir des idées et tout, mais sans plus, etc. J'ai un peu peur, tu vois, j'y pense, mais je suis en mode, je sais pas si je me lance et tout. Et à cette époque-là, avec les réseaux, je rencontre pas mal de gens qui sont vraiment genre hyper entreprenants, qui sont vraiment en mode fonce, on n'a qu'une vie, patati patata et tout. Et à force de côtoyer ces gens que je connaissais encore pas il y a vraiment 3 semaines, je me dis, vas-y, je le fais. Du coup, je me couche un soir, littéralement, je me souviens de la scène. Je visualise encore ma chambre, comment elle était à ce moment-là et tout. Je me couche un soir et je me dis, Héloïse, c'est ton moment, demain matin, tu te lèves, tu le fais. Le lendemain, 6h, j'étais debout, en train de bosser sur le projet. Et là, je commence à regarder, je travaille sur le projet et tout. Et je me dis, ok, là, c'est un projet sur lequel il faut que j'investisse, que je sorte de l'argent et tout. Je peux pas faire ça sur un statut de micro-entreprise parce que du coup, j'avais une micro-entreprise vu que j'étais freelance depuis quelques mois maintenant. Et je me dis, là, il faut que je fasse une société, patati patata. Donc, je contacte des gens que je connais. Ouais, tu connais pas un comptable, etc., etc. Et donc, je me retrouve accompagnée par un comptable. Je vais le voir. Donc, je bosse là-dessus et tout. Pendant le Covid, hein, on était encore enfermés, mais du coup, je pouvais sortir de chez moi uniquement pour aller voir le comptable vu que j'avais les autorisations. Bref, tout un truc ici. C'était un peu Hunger Games, je me souviens à l'époque. Bref, je commence à faire ma structure, à bosser sur le projet et tout. Et là, je me rends compte que je suis face à un projet qui va être colossal. Mais genre colossal, parce que littéralement, je veux créer vraiment
une boutique en ligne, on n'est pas sur un truc de drop et tout, je veux avoir mes stocks, je veux avoir des produits de créateurs, je veux aller dénicher des créateurs, etc. etc. Et petit à petit, l'idée, elle n'était pas encore finie dans ma tête, mais tu vois, je commence à voir que ouah, ça va être un gros projet, tu vois. Et du coup, je suis en mode débordée, dépassée par les événements et tout. Et j'ai 2 copains qui étaient avec moi sur la première année que je venais d'arrêter, avec qui j'avais fait les 3 mois, qui sont là en mode purée, on vient de se faire lâcher pour notre stage, c'est la merde et tout. Et moi, je suis en mode, mais les gars, mais si seulement je pouvais prendre des stagiaires, moi je prendrais des stagiaires. Et du coup, ils demandent à l'école dit ok. Alors je dis ok les gars, je vous prends tous les deux en stage, on est une équipe de 3, on y va. Donc 11 mai 2023, non pas du tout, 11 mai 2020, je m'en souviens, on sort du Covid, j'ai mes premiers bureaux, mes stagiaires, et là on commence à bosser sur le projet. Le projet, c'est Eziol. Je vous explique si vous n'avez pas connu ça avec moi. Du coup, le projet, c'est Eziol. Et le but, c'est de faire une boutique en ligne sur laquelle tu retrouves tous des produits du 1, 2, 3, tous des produits du quotidien qui viennent de créateurs et startups françaises. Donc ça peut aller du thé, au coton démaquillant, aux pailles en bambou, à la pâte à tartiner, à la lessive, etc., etc. Mais je voulais tous des produits de créateurs et startups, mais pas les produits genre clichés, zéro déchet et tout. Je voulais des produits qui avaient un impact environnemental positif, mais pas de là à être vraiment dans le cliché, tu vois. Genre, je voulais que ce soit des produits qui soient fun et que même les gens qui n'ont pas de base une consommation responsable aient envie de consommer ces produits. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là que je me dis, ça, on va le faire sous forme de box. Tu vois, des box mensuelles. Comme ça, même les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer de cette manière-là, on va vraiment leur mettre à portée de main une solution, tu vois. Donc après, si le sujet Eziol vous intéresse, je pourrais revenir dessus, mais je vais pas développer toute la réflexion qu'il y a eu derrière et tout, parce qu'il y a eu plein de choses. Mais du coup, c'était ça l'idée de base quand on a lancé. Du coup, il faut aller chercher les premiers créateurs. Donc on va chercher les premiers créateurs. Il faut des bureaux plus grands. Donc on va chercher des bureaux plus grands. Il faut du coup acheter tout le stock. J'achète le stock. Il faut préparer les commandes. On apprend à préparer les commandes. Bref, et du coup, Eziol, c'est plus de 3 ans d'entreprise. Et donc, je lance le projet en juillet 2020. En novembre 2020, je prends ma première employée qui est en alternance. Et en fait, c'est à partir de là, je suis un peu allée trop vite. Mais pareil, je reviendrai sur le sujet en vrai parce que sinon, je pourrais vraiment faire un podcast entier sur Eziol et il s'est passé énormément de choses. Mais en gros, ça a évolué. Je suis passée d'un bureau de, je crois, il faisait 9 mètres carrés à 14, de 14 à 50, de 50 à 75. Après, je suis passée par un service logistique. Donc, il fallait apprendre à gérer des stocks, à gérer une équipe, à manager une équipe. On a sorti un agenda qui a été vendu en 3 ans à plus de 3500 exemplaires. Donc, c'est des dizaines de milliers d'euros à investir, des milliers de commandes à préparer sur un temps court. Bref, tout ça, j'ai fait mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. J'ai créé des événements. J'ai accompagné du coup des créateurs pour qu'ils puissent un peu survivre après le Covid et qu'ils soient mis en avant. La team, elle s'est développée. Ma maman, elle a bossé avec moi pendant 1 an. Voilà. En fait, il s'est passé énormément de choses très positives. Et il y a eu aussi beaucoup de bas. Avec le premier comptable qui m'a accompagnée, ça s'est très mal fini. J'ai aussi eu des problèmes logistiques avec un service logistique où ça s'est très 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 mal passé et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et du coup, en fait, voilà, il y a eu plein de petits couacs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Il faut savoir que pendant ces 3 ans d'Eziol, j'ai eu plein de hauts, je vous l'ai dit. J'ai eu des bas. Les bas ont amené des problèmes financiers, mais que j'ai su gérer. Sauf que pendant ces 3 ans, je me suis pas versé un centime. Voilà, j'ai été bénévole pendant 3 ans, je me payais pas. Après, j'ai pris mon appart, donc j'ai dû assumer mes dépenses. Donc, je bossais à côté, j'ai repris mon activité de freelance, mais je faisais des semaines, c'était même plus des semaines. En fait, pendant presque 3 ans, je bossais quasiment 7 jours sur 7, à des horaires qui sont pas humains. Et j'ai mis toute ma vie de côté, j'ai coupé les ponts avec tout le monde et je me suis enfermée dans ma bulle où je ne vivais que pour mon taf. Et en fait, c'est là qu'il y a eu une descente où ça allait pas. Ça allait pas du tout. Et je pense que du coup, ça pourrait être cool que je revienne sur tout cet épisode-là, toute cette période-là, tout ce qui s'est passé, les hauts, les bas, etc. Et les leçons que j'en tire. Parce que voilà, j'en tire des leçons. Mais du coup,
au bout d'un moment, tu vois, c'est compliqué. J'arrive en mars 2023. Donc, toujours Eziol. Eziol a été lancé en juillet 2020, je rappelle, tu vois, pour te le dire. Et du coup, en mars 2023, j'ai une très, 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 très belle opportunité sur ma partie freelance. Donc, avec un gros client, un gros contrat qui me permettrait de enfin gagner des sous. Parce que depuis le début, je suis bénévole. Et un truc qui me fait kiffer, tu vois. Et en fait, je pensais déjà depuis quelques mois à arrêter. Mais j'étais en mode, je peux pas abandonner, je peux pas... En fait, je me disais, je peux pas abandonner tous les créateurs que je soutiens. Je peux pas abandonner tous les clients. Et je prenais en fait tout ce poids-là sur mes épaules depuis des mois. Et du coup, je voulais pas arrêter. Et j'étais en mode, en plus, si j'arrête, je vais rater ma vie, etc., etc. Et du coup, en mars 2023, quand j'ai l'opportunité qui s'offre à moi, je me dis, en fait, c'est peut-être la vie qui me montre que des opportunités, il y en a d'autres. Et qu'il y a plein de façons de rebondir. Parce que, oui, peut-être que tu dois arrêter. Peut-être que ce projet-là, pas t'as échoué, mais ce projet-là, il doit se finir. Parce qu'il y a la page, elle se tourne. Et tout ce que t'as tiré de ces 3 années, même si c'est fini, t'as appris tellement de choses que ça valait toutes les études que t'as pas faites. Et que sans ça, t'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Et du coup, en avril, je me dis, ok, je me laisse encore 1 mois de réflexion. Et dans 1 mois, je pense que j'arrête. Et je commence à en parler à mes parents, etc. Et en fait, il y avait que mes parents qui étaient au courant. À l'époque, donc à cette époque-là, l'équipe chez Eziol, c'est moi, Elsa et ma mère. Donc j'en parle à ma mère, j'en parle à mes parents me soutiennent, comme ils m'ont toujours soutenue, et ça, j'ai eu énormément de chance. Quoi que j'ai fait dans ma vie, jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours soutenue. Quand ça allait comme quand ça allait pas, quand j'ai arrêté les études, quand j'ai lancé mes projets, quand pour Eziol, je faisais des heures astronomiques que j'avais besoin d'aide pour préparer des commandes, mes parents c'était les premiers à venir. Quand j'ai fait 15 déménagements de stock, c'était les premiers à venir. Bref, mes parents ont toujours été là. Et du coup, ils sont en mode, prends quand même le temps de bien prendre du recul sur la situation. Et tu vois. Et moi, honnêtement, ma décision, elle était prise. Je continue d'y réfléchir et tout. Et j'annonce, du coup, en août 2023 que j'arrête Eziol. Je l'annonce publiquement avec un poids sur les épaules, mais vous avez même pas idée parce que ça faisait presque 1 an que je pensais à arrêter, mais que je me mettais le poids de me dire, si t'arrêtes, t'as des créateurs que tu vas plus payer tous les mois, donc peut-être qu'ils vont... Eux non, ils vont pas survivre à leur activité. Et je me disais, tous les clients que t'as accompagnés, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu vois? Et en fait, j'avais tout ce poids-là sur les épaules. Et du coup, en août, je l'annonce. Et ça a été, mais c'était magique parce que tout le monde m'a soutenue et j'ai reçu des messages mais tellement mignons et tout. J'ai envie de pleurer là actuellement en racontant ce truc parce que vraiment, ça a été un peu ma délivrance de l'annoncer parce que ça faisait plus d'1 an que ça allait plus, que j'étais au bout de ma vie et d'enlever ce poids-là et de voir que j'étais soutenue en enlevant ce poids-là, je me suis dit ok, tu vas rebondir. T'as compris que c'était une leçon de vie, que ta vie elle s'arrêtait pas et que limite c'était encore que le début de tous tes parcours et tout ce que tu peux faire et tu vas continuer. Et du coup, je l'annonce que j'arrête. J'arrête en septembre 2023. Donc ça fait plus d'1 an maintenant, c'est passé très très vite. Et du coup, donc, ma maman, c'était prévu qu'elle reste que 1 an, donc ça, c'est pas de souci, elle est repartie dans son activité d'avant. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus. Mais voilà. Et il y avait Elsa qui bossait avec moi. Et faut savoir que recruter, c'est très compliqué, surtout à mon âge, je pense. Recruter en France, je sais que c'est très compliqué, mais encore plus quand on est jeune, parce que tu bosses avec des gens de ton âge, et du coup, tu te retrouves vite copine-copine. Et c'est dur d'avoir cet aspect un peu manager. Et oui, on s'entend bien, mais des fois, faut bosser, tu vois. Et du coup, en fait, avec Elsa, ça se passait, mais merveilleusement bien. Ça faisait 1 an et demi qu'on bossait ensemble. Ça faisait plus d'1 an qu'on bossait ensemble. Je sais plus combien de temps, je sais pas calculer. Et ça se passait très très bien. Et en plus de ça, Elsa adore faire ce que je déteste, et inversement. Donc, on se complète complètement. Nos points positifs sont les points négatifs de l'autre. Et c'est absolument magique quand tu travailles en binôme avec quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, en fait, là, je peux pas perdre Elsa. Parce que c'est tellement compliqué de trouver vraiment ton bras droit quand t'entreprends
que je peux pas perdre mon bras droit en fait, sinon je vais boiter là, je vais pas m'en sortir. Du coup, je lui dis Elsa, est-ce que t'es chaud de rester avec moi sur mon activité de freelance? Parce que du coup, mon activité 1, 2, 3, du coup, mon activité de freelance était très très bien développée. Et elle me dit oui. Donc Elsa reste avec moi. On continue de développer à fond l'activité de freelance. Et du coup, mon activité de freelance, elle s'était bien développée depuis mars. Et ce que je faisais globalement, c'était que je gérais les réseaux sociaux de différentes marques. Donc, je travaillais avec un opérateur, je travaillais pour des hôtels, je travaillais pour des marques de cosmétiques. Bref, je créais du contenu pour plein de marques différentes. Et je me régalais vraiment. C'est ce que j'ai toujours aimé faire, finalement, créer du contenu. Donc, j'étais vraiment à ma place. Ce qui fait que l'activité se développe. Donc, en février 2024... cette activité de freelance devient une entreprise, une société. Je passe d'un statut de micro-entreprise à une société. C'est la 2e société que je crée. Et du coup, j'ouvre Zap. J'ai appelé ça Zap. Et du coup, c'est Zap Studio. C'est le studio de création de contenu, clé en main, pour te démarquer sur les réseaux sociaux et puis te faire zapper. T'as vu le jeu de mots ou pas ? Je suis super fière de mon jeu de mots. En plus, Zap, ça a grave une signification et tout. Il y a toute une signification autour de ce mot. Donc j'adore. J'adore ce nom. Et du coup, voilà, je crée mon petit studio de création de contenu avec mes clients et tout. Donc on continue de bosser là-dessus avec Elsa. En parallèle, en juin 2024, je sors mon site de papeterie digitale. Pendant 3 ans avec Eziol, j'avais fait des agendas. Et du coup, là, Eziol n'existant plus, je pouvais plus faire d'agenda papier. Donc, je fais un site de papeterie digitale où je refais l'agenda, qui a été vraiment un best-seller. Et en vrai, tous ces points-là, c'est des sujets sur lesquels je pourrais revenir pour faire des podcasts dédiés parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Mais du coup, voilà, je fais un site de papeterie digitale en juin 2024. Ensuite, en septembre 2024, je déménage à Montpellier, actuellement où je suis là maintenant. Et du coup, j'ai pas beaucoup parlé de ma vie perso sur ce podcast, mais globalement, depuis pendant 2 ans, j'ai un peu vécu partout. Je suis partie vivre à Antibes, je suis partie vivre à Thionville, à la frontière du Luxembourg. Je suis retournée vivre à Lille, et là, je viens maintenant à Montpellier. Donc, j'ai vécu à plein d'endroits. Et j'ai repris, du coup, en septembre aussi, les vidéos YouTube. Voilà, j'avais arrêté pendant 3 ans quasiment, parce que je me consacrais full à Eziol. Et là, je me suis dit que je voulais en fait partager tout ce qui m'arrivait, toutes les expériences que j'avais. Parce que même s'il y a des bas, ces bas font partie de mon histoire et ces bas font qui je suis aujourd'hui en fait. Et je voulais montrer que entreprendre, c'est pas que tout rose ou tout bleu. C'est qu'il y a des hauts, des bas et que c'est grâce aux bas que tu remontes haut en fait. Et si tu passes pas par ces bas, je pense que tu remontes jamais aussi haut. Et je voulais vraiment partager ce parcours-là et montrer que c'est pas parce que t'échoues une fois que t'échoueras toute ta vie et que quoi qu'il arrive, tu peux y arriver, quoi. Si tu te donnes les moyens, si tu persistes et si tu crois en toi, tu finiras par y arriver quoi qu'il arrive. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment continuer de partager du contenu. Et je partage énormément de contenu, du coup, depuis 1 an maintenant. Surtout depuis janvier, en fait, finalement. Je partage quotidiennement sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, et maintenant le podcast. Vraiment, je veux partager cette expérience et montrer qu'il n'y a pas de tabou autour de j'ai échoué. Non, tant que t'en tires une leçon, c'est pas un échec, c'est de l'apprentissage en fait. Donc voilà. Et en octobre, donc le mois dernier à l'heure où je vous parle, j'ai sorti mon programme d'accompagnement, justement par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer. J'ai, pendant ces 5 ans, 6 ans d'entrepreneuriat, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages pour me dire « Héloïse, ton parcours, il est hyper inspirant. Héloïse, c'est trop stylé ce que tu fais et tout. Héloïse, tu m'as motivée à me lancer. Grâce à toi, j'ai osé, etc. etc. » Et je me suis dit « Je vais aller plus loin parce que ces messages-là, c'est la plus grande motivation que j'ai. » Et je me suis dit « Je vais aller plus loin. Je veux proposer quelque chose pour vraiment pouvoir accompagner les gens de A à Z, pour toutes les filles qui sont là en mode j'ai envie de me lancer, je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai peur, j'ai envie d'avoir une épaule sur laquelle me reposer, etc. etc. J'ai voulu leur offrir ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon programme d'accompagnement qui s'appelle Succès avec un S et qui est sorti là il y a quelques semaines. Et c'est incroyable. J'adore les retours que j'ai, tout. Genre, ça me fait trop plaisir. Je suis vraiment à ma place dans mon élément. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, je sors ce podcast-là. Et le but, c'est vraiment de
de créer du contenu autour de l'entrepreneuriat et que même si tu n'entreprends pas, juste que tu crois en tes projets. Si tu as des projets à côté de ton taf, à côté de tes études, que tu as envie de faire des choses, fais-les. Et même si c'est pas entreprendre, que c'est autre chose. Je sais pas, tu as envie de faire de la couture, tu as envie de faire de la peinture et tout. Fais-le, régale-toi. T'as qu'une vie, c'est fait pour la vivre pleinement. Parce que si demain tu te réveilles pas, le but c'est que tu sois trop heureuse de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et que tu regrettes pas en te disant j'aurais dû le faire. Parce que tu l'as fait et il n'y a pas de regret. Donc voilà, je suis trop contente d'être disponible sur toutes ces plateformes, d'être dans tous ces formats. Et du coup, on se retrouve maintenant tous les dimanches matin à 10h pour un nouvel épisode, soit seul, soit accompagné. Et il y a beaucoup d'invités très très chouettes qui arrivent. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ce premier épisode où je vous ai raconté des choses que j'avais jamais racontées. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai trop hâte de la suite de l'aventure. 2024 a été une année de folie et je pense que j'ai très 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 bien rebondi. Et 2025 ne sera que encore meilleur. Donc j'espère qu'on passera 2025 ensemble et que vous vivez votre meilleure vie, quoi, et que 2025, vous réaliserez tous vos projets si c'est pas déjà fait. Mais de toute façon, on a toujours des nouveaux projets. Ça, le problème, c'est qu'une fois que t'en as fait un, t'as envie d'en faire 50. Je te souhaite une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode que tu vas adorer. Mais en fait, tous les épisodes sont incroyables. Ça va être génial. Bisous!